BFM Business fait le pari des entreprises de taille intermédiaire. Paris ETI avec Patrice Béguet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Paris ETI, l'émission qui vous donne envie tout simplement des ETI. On a de très très belles entreprises aujourd'hui, PME de croissance, ETI, grands groupes, qui nous reçoivent chez vous tout simplement. Parce qu'on est très heureux de venir chez vous à la maison ou en voiture, parce que vous nous écoutez également à la radio. 3 invités, Claudia Montero, présidente d'Eurogroupe Consulting, bienvenue à toi. Merci Patrice. Autre invité, juste à côté de toi, Benoît Clinchamp, président Monde de Microport CRM. Welcome. Merci pour l'invitation. Et puis notre dernière invitée, elle nous vient de Nouvelle-Aquitaine, pas très très loin de Bordeaux, Diane Duvert, présidente directrice générale de Sauvert. Bienvenue. Merci Patrice, bienvenue. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour démarrer cette émission? Bien sûr. Fin prêt. Mesdames, messieurs, on y va, c'est parti, c'est Paris ETI, c'est lancé. Paris ETI sur BFM Business. Et nous démarrons tout de suite avec Claudia Montero, présidente d'Eurogroupe Consulting. Claudia, franco-dominicaine, diplômée d'HEC. Tu entres chez Eurogroupe Consulting dès ta sortie d'école et tu as été élue présidente en 2024. Ça se salue, un très grand bravo. Tu passes 27 années chez Eurogroupe où tu exerces le métier de consultante en stratégie et transformation et tu interviens dans divers secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, et Dieu sait que c'est important, puis la santé. Tu as juste à côté de toi une personne de grand renom, et puis le secteur public. Eurogroupe, en 2 mots, c'est le premier cabinet de conseil en stratégie de transformation français et 100% indépendant. C'est bien ça, en 2 mots? Oui, en 2 mots, c'est exactement ça. Créé en 82, donc 43 ans bientôt, plus de 400 personnes en France, 80 millions de chiffre d'affaires, à peu près. Et dis donc, j'ai une question. Le conseil, c'est utile? J'en suis personnellement convaincu pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en fait, dès qu'il y a eu un dirigeant dans ce monde, il y a eu un conseiller. Alors, on appelle ça des consultants depuis le début du XXe siècle à peu près. Mais donc ça, c'est un premier indice. Le deuxième, c'est que le conseil, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à résoudre les problèmes complexes auxquels les dirigeants sont confrontés. Et la preuve qu'il y en a beaucoup, puisqu'en France, il y a une vingtaine de mille de cabinets de conseil. Et c'est un secteur qui embauche plus de 500 000 salariés. Je crois que les dirigeants que vous êtes à mes côtés pourront confirmer mes dires. Alors justement, à un moment où les jeunes ont dit c'est volatile, quoi, ils bougent d'une boîte à une autre, 27 ans de fidélité, c'est un peu de notre temps ça ou... Pour moi, 27 ans, c'était comme si c'était hier, donc c'est passé extrêmement vite. Dans le métier que j'exerce et qui me fascine, en fait, on a la chance de vivre dans de multiples environnements. Tu mentionnais les secteurs dans lesquels je suis intervenue, mais j'ai pu en 27 ans traiter des centaines de projets différents, travailler pour plus de 50 clients. Donc c'est comme si en une vie, j'en avais eu plusieurs. Et puis, je suis consultante, mais je suis aussi dirigeante. C'est un peu comme une belle et longue histoire d'amour et moi ce qui me fait vibrer dans cette histoire d'amour, c'est qu'elle me rend libre. C'est pour ça que je suis là, c'est comme ça que je suis une bonne consultante et c'est ce que j'essaye d'inspirer à mes collaborateurs et collaboratrices. C'est beau ce que tu dis et d'avoir des femmes dirigeantes aujourd'hui sur ce plateau, c'est aussi important. Ça change quoi aujourd'hui d'être femme dirigeante? Plus globalement, la diversité en entreprise, on pourrait dire c'est important, moi j'ai envie de dire c'est capital. Tu as raison, c'est vraiment capital. J'ai souvent coutume de dire que le talent n'a pas de genre, mais malheureusement, en fait, quand on regarde comment sont dimensionnés les exécutifs chez la plupart de mes clients, je constate que les exécutifs sont très masculins, alors même que finalement, au démarrage dans l'entreprise, l'équivalence est là entre femmes et hommes. C'est un des premiers secteurs en fait qui a fait le virage de la mixité, c'est le secteur de la santé. Et donc, je pense que c'est inspirant puisque ce qui fait des entreprises vigoureuses, c'est d'être capable de percevoir la société dans son intégralité et donc de pouvoir avoir en leur sein une diversité de points de vue. Et ce qui m'anime en tant que dirigeante, c'est d'essayer de donner un accès sans limite aux personnes qui se présentent à nous pour travailler avec nous, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre, quelle que soit leur origine. En tout cas, tu es convaincante dans tout ce que tu dis, et tu parlais de santé. Ça tombe bien, juste à côté de toi, Benoît Clinchamp, président Monde
de Microport CRM. Alors, Microport CRM, c'est une société française spécialisée dans les technologies médicales cardiaques de pointe. CRM pour Cardiac Rhythm Management, c'est bien ça, hein? Absolument. Dont le siège mondial et le centre d'excellence sont situés en Île-de-France, à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, c'est bien ça, 92. Microport CRM développe et fabrique et commercialise plein de choses. Et puis, vous fabriquez dans différents pays. Tu peux nous dire un petit peu Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, CRM, en français, c'est la gestion des troubles du rythme cardiaque. On est donc des spécialistes de ces technologies médicales qui vont nous permettre d'enregistrer en permanence les problèmes de rythme du patient et de délivrer des thérapies adaptées aux problèmes de pathologie. Nous concevons, nous fabriquons et nous vendons partout dans le monde des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs cardiaques implantables. J'ai d'ailleurs amené 2 stimulateurs cardiaques que l'on peut voir ici, qui sont donc des petits bijoux technologiques qui sont développés à Clamart. C'est développé en France, hein, le siège monde de cette activité est en France. D'ailleurs, pourquoi tu l'as gardé à Clamart? Alors, je l'ai gardé à Clamart pour plusieurs raisons. D'abord parce que historiquement, ça fait 60 ans, hein, nos origines sont quand même très françaises, ça fait 60 ans, et on fête cette année l'implantation de notre premier stimulateur cardiaque implantable, les 60 ans, hein, le 60e anniversaire de cette première implantation. Deuxièmement, on a une excellence de la cardiologie en France. Les cardiologues, les chirurgiens, les médecins implanteurs sont absolument remarquables et ça reste une référence dans le monde, la cardiologie en France. Et évidemment, on a des partenariats avec ces grands groupes hospitaliers, ces grands CHU, avec lesquels on peut coopérer et développer nos produits. Et puis troisièmement, parce qu'on a accès aussi à une formation, hein, à des gens qui sont extrêmement bien formés en France, hein, beaucoup d'écoles électroniques, beaucoup aussi d'écoles qui nous permettent de gérer des cliniques chez l'homme. Hein. On fait des cliniques chez l'homme, c'est quelque chose qui est très très contraignant, très réglementé. Et ça, évidemment, on arrive à trouver ça assez facilement en France. Donc plusieurs éléments qui font que on est vraiment implanté en France et on est une société française et on veut le rester. Alors toi, tu es président depuis 2018. Absolument. Avec plus de 25 années d'expérience dans les technologies médicales, hein, et 9 ans dans l'aérospatial. Donc, tu as plein de choses que tu as vues, que tu connais, que tu as envie de délivrer. Si tu avais un message à faire passer au gouvernement, tu dirais quoi? Alors, je dirais 3 choses au gouvernement. Parce qu'on parle des ETI. Nous sommes donc des entreprises de taille intermédiaire. La première chose, c'est l'investissement. Il faut absolument qu'on arrive à investir plus, en France en particulier, dans les ETI. Il faut qu'on se développe. Et on n'a pas forcément une vocation à être ETI toute notre vie. Notre objectif, pour certaines, c'est vraiment de devenir des grands groupes. Et il faut qu'on arrive à se développer... C'est ton objectif. Hein. Absolument, absolument. Il faut qu'on arrive à développer l'investissement en France pour ça. Le deuxième chose, c'est l'innovation. On se bat contre des compétitions qui sont très fortes. Dans mon domaine d'activité, essentiellement américaine, et il faut être très innovant. D'où aussi l'investissement, mais l'innovation est importante. Et la troisième chose, c'est l'industrialisation, c'est les 3 I. L'industrialisation et notre capacité, donc, à garder cette fabrication en France, ces usines en France, même si j'ai plusieurs usines dans le monde. Notre usine principale de microélectronique et d'électronique est ici dans les Hauts-de-Seine. On a la plus grande salle blanche des dispositifs médicaux d'Europe dans les Hauts-de-Seine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on arrive à développer et à garder pour la souveraineté industrielle et pour la souveraineté dans la santé. On est mondial, République dominicaine, Hauts-de-Seine et monde. Et puis Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, avec toi, Diane Duvert, présidente directrice générale de Sovia. Alors Sovia, c'est une entreprise familiale. Ça fait plaisir d'avoir une entreprise familiale et territoriale qui commercialise des poids lourds de la marque DAF, mais également des véhicules utilitaires chez Isuzu et Nissan. Un beau chiffre d'affaires, des salariés motivés, c'est ce que j'ai vu à Bordeaux encore récemment chez toi. Tu as intégré l'entreprise en 1997 et tu représentes, si je ne me trompe pas, la 3e génération, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, c'est exact. C'est une société familiale qui a été créée après-guerre par mon grand-père,
qui a monté une société de transport. Et en complément de cette société de transport, au début des années 60, fin des années 50, il a créé une société pour réparer et acheter des véhicules poids lourds. C'est mon père qui l'a développé pendant plus de 40 ans. Et moi, effectivement, je suis rentrée en 1997 après mes études, un petit peu comme dans cet univers, voilà. J'allais dire, un peu masculin, Très masculin. en fait très masculin, tu as repris le flambeau et développé donc cette belle entreprise Sovia et poursuivi son rayonnement sur le territoire régional grâce à ces mandats que tu as aussi, de beaux mandats au MEDEF, à la CCI de Bordeaux. C'est important d'avoir ces mandats-là aussi? Alors voilà, la société est implantée en Gironde, on couvre la Gironde et les Landes. On est actuellement en développement d'un second site et de développement sur d'autres départements également, donc on est en pleine expansion. Et oui, il a toujours été très important et c'est dans la famille depuis mon grand-père. Mon père également, on a tous été très actifs dans des organismes comme la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde, comme la Chambre de commerce aussi de Nouvelle-Aquitaine ou le MEDEF, ou voilà, de participer, de voir un petit peu les autres structures économiques de petite, moyenne, grande taille, le commerce, l'industrie, et s'enrichir des expériences des autres un petit peu comme aujourd'hui, parce que pour moi, rester seul dans son entreprise, c'est trop compliqué. Il faut s'ouvrir au monde. Alors justement, est-ce que c'était une évidence pour toi de reprendre cette entreprise familiale? Alors pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai fait des études de finance. Donc, j'étais pas du tout destinée à travailler dans cette société. En plus, j'ai 2 frères, donc c'était pas du tout dans mes projets. Puis bon, la vie, faut jamais dire jamais. Donc voilà, j'étais venue pour rendre service, pour dépanner à une période où, quand mon père a pris le contrat de véhicule utilitaire en plus du poids lourd, et donc ça fait 27 ans que je dépanne, et que c'est le plus long CDD de la société, comme je dis avec collaborateurs. Voilà. Et justement, comment une femme comme toi trouve-t-elle sa place dans un univers plutôt quand même masculin? Alors, comme je dis souvent, il faut avoir une main de fer dans un gant de velours. Il ne faut pas se renier. Donc, je reste une femme avant tout, avec les qualités et parfois peut-être les inconvénients, vous direz, messieurs. Mais voilà, c'est un monde très masculin, qui est très dur, qui va très vite au raccourci, qui est encore... parfois, je dis que de moins en moins, mais MeToo n'est pas toujours passé par chez nous. Donc, c'est pas toujours très facile. Donc, il faut faire ses preuves. Mon père a su me l'apprendre très tôt parce qu'en fait, je suis passée par tous les services de la société. J'ai appris la seule chose que j'ai pas faite, c'est du dépannage. Parce que là, la réparation, c'est pas possible. Ça, j'ai des techniciens qui sont très bons pour ça, faut pas que je le fasse. Mais voilà, je suis passée par tous les secteurs et j'ai appris à facturer, j'ai reçu les clients, j'ai fait du standard et j'ai acquis mes galons, comme on dit, et pour pouvoir faire mes preuves. Et même encore aujourd'hui, avec 27 ans d'expérience, il y a encore certains clients qui parfois, je ne suis pas sûre qu'ils me prennent très au sérieux. Mais c'est pas grave. Alors, mais c'est pas grave. Les poids lourds, globalement, ça n'a pas forcément une très belle image. Comment, toi, tu comptes faire évoluer cette image-là? C'est pas très glamour, c'est vrai. Ouais. On n'est pas très populaire, en plus. Effectivement, en plus, aujourd'hui... Ça pollue, etc. Alors, voilà. Le sujet très important, c'est la pollution. Effectivement, les émissions de CO2. Les poids lourds sont la 2e source d'émissions de CO2 après les voitures sur le territoire. L'Europe a mis en place aujourd'hui des réformes qui imposent aux constructeurs de véhicules poids lourds pour 2030 d'avoir 45% d'émissions de CO2 en moins. 45%. On a fait déjà des efforts énormes. Ils ont déjà, les constructeurs, développé des nouveaux filtres à particules, des éléments qui font que le véhicule consomme de moins en moins et pollue de moins en moins. Mais malgré tout, on a cette contrainte qui va obliger les constructeurs d'ici 2030 à fabriquer au minimum 30% de véhicules propres. C'est quoi des véhicules propres? C'est électrique ou hydrogène. Voilà. Aujourd'hui, on a très peu de sources d'approvisionnement. On a une technologie qui a bien évolué, qui permet d'avoir des véhicules performants. En électrique, on fournit des véhicules en tracteur ou en porteur qui peuvent avoir 400 km d'autonomie avec une charge maximale de plus de 40 tonnes. Donc, on y arrive aujourd'hui. On a la technologie, mais il nous manque l'approvisionnement. 2035-2039, c'est 65% d'émissions de moins. Et après 2040, ce sera 90%. Aujourd'hui, il n'y a pas de schéma technique qui soit viable pour assurer ces économies d'émissions. C'est pas possible. C'est pas possible. Le gros problème aujourd'hui, c'est l'approvisionnement. Les clients ne peuvent pas s'approvisionner en hydrogène, surtout pas en hydrogène. Et en électricité, c'est très compliqué. On commence à voir certaines stations d'hydrogène ou certaines stations d'électricité qui s'installent. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est le coût. Aujourd'hui, il y a un tracteur... alors, le tracteur tracte, le porteur porte. Donc, vous avez le tracteur agricole qui est un petit peu trop à la mode aujourd'hui et le tracteur routier donc qui tracte. Aujourd'hui,
les tracteurs et les porteurs, ils arrivent à avoir des capacités qui sont intéressantes. Et puis, le problème, c'est pour les transporteurs de pouvoir les financer. Voilà, les problèmes des solutions, toujours ici sur Paris ETI, sur ce beau plateau. Il y a une deuxième partie de cette émission qui s'appelle Le Grand Débat. Mesdames, monsieur, est-ce que vous êtes prêts? Absolument. Tout à fait. Le Grand Débat de Paris ETI, c'est parti. Paris ETI sur BFM Business. ETI, c'est la vie. Entreprise de taille idéale, intermédiaire. Idéal, c'est mieux qu'intermédiaire d'ailleurs. Entreprise taillée pour l'impact. Alors justement, je vais rester avec toi. Tu vois, tu as pris la parole. Tu vois, c'est un risque toujours dans cette émission. Comment on se sent plus vivant à la tête d'une ETI? Je pense que une ETI, c'est une taille qui permet d'avoir une liberté dans la prise de décision. Donc on prend des décisions, on prend des risques, on peut se tromper, mais on peut aussi se relever. C'est une entreprise où on est très proche de ses collaborateurs. Chez Eurogroupe, nous on est 400. On est une organisation assez horizontale et je crois que je connais chacune et chacun des collaborateurs. C'est pas le cas dans les filiales de grands groupes. Et donc, avec cette proximité, on profite des intelligences conjuguées et ça, c'est essentiel à la vie pour moi. Ah oui, mais ça c'est clair. Benoît, de ton point de vue, on est encore plus vivant dans une ETI qu'une PME ou qu'un grand groupe? Alors, moi, j'ai aussi eu une expérience de grand groupe dans mon passé. Je trouve qu'une ETI, c'est fantastique. D'abord, quand on est président d'une société comme ça, on a une vision globale qui est fantastique. On arrive vraiment à tout voir, tout comprendre, maîtriser. Ça permet aussi de mesurer son impact. Dans les grosses sociétés, c'est difficile de mesurer son impact parce que les responsabilités sont très morcelées, ce qui n'est pas le cas dans une ETI. Ça permet aussi d'être agile. On essaye vraiment d'être plus agile que les gros avec lesquels on est en compétition. Donc il y a beaucoup d'avantages à être une ETI. Voilà. Après, une ETI, c'est fait aussi pour être performant. Il ne faut pas croire qu'une ETI n'est pas performant. On est tous extrêmement, extrêmement performants. On est tous très orientés sur la productivité, notre capacité à délivrer au maximum avec les ressources que l'on a. On est très contraints, peut-être beaucoup plus contraints qu'une grosse entreprise. Il ne faut pas croire. Les contraintes sont énormes pour une ETI. Voilà, donc c'est une obligation d'excellence, je trouve, avec ces entreprises de taille dite intermédiaire. La dynamique, la niaque, l'envie, le côté vivant, vivre tout simplement, au sein d'une PME de croissance comme toi, c'est important, non? Très, très importante. L'important, surtout, c'est d'être agile. Voilà. Quand on a une taille intermédiaire moins, on va dire, en PME de croissance qui se rapproche des ETI, on se rapproche des 50 salariés aujourd'hui, il faut être très agile, il faut être très souple. Mais par contre, ça apporte une grande liberté et ça apporte une proximité, effectivement, avec nos salariés. Moi, bien sûr que je connais tous mes salariés. Proximité, proche de ses équipes. Ça, c'est aussi le propre des grands et bons leaders. Le patron de TI, on dit souvent, c'est un modèle. Comment on peut inspirer quand on est patron de PME de croissance ou de TI? Il faut écouter et donner la parole, je pense. Parce que, aussi bien à nos clients qu'à nos fournisseurs, qu'à nos collaborateurs avant tout, l'écoute, pour moi, est fondamentale. Et lorsque l'on écoute, on apprend. Donc, on peut aussi transmettre notre message. Si on est attentif à l'autre, l'autre sera plus attentif à vous. Donc ça, pour moi, l'écoute, c'est très important. Comment inspirer, vous, les autres patrons, mon cher Benoît? Alors, je pense qu'il faut être un rôle modèle. Je pense que d'abord, nos employés, les gens qui travaillent avec nous ont aussi besoin d'avoir une vision du responsable d'entreprise engagé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut démontrer, qu'il faut montrer. Il faut une certaine visibilité de ce rôle. On est très exposé, hein. On a énormément de responsabilités sur les épaules. On n'a pas tous les adjoints que d'autres grandes entreprises peuvent avoir ou les conseillers. Donc on est très très exposé, on porte beaucoup de responsabilités. Et voilà. Et donc c'est un engagement personnel, bien sûr, très fort. C'est aussi la volonté de réussir. Il faut beaucoup d'énergie. L'énergie est importante dans ce genre de rôle, comme toujours, mais il faut beaucoup d'énergie. Et puis, il faut réussir à embarquer tout le monde avec soi. Pour inspirer, quand je t'ai écouté aussi tout à l'heure, Claudia,
j'ai envie de faire un slogan qui est Claudia, avec Claudia, ça va. C'est-à-dire que comment tu fais, toi, pour inspirer tes collaboratrices et collaborateurs au quotidien? Je leur donne le choix, en fait, de prendre la voie qu'ils souhaitent. Je leur montre que l'important, c'est d'y aller, qu'on peut se tromper, qu'on doit se relever. Et je suis tout simplement là, en fait, dans les temps qu'on vit. Finalement, la présence les uns à côté des autres, c'est pas si souvent courant. On le voit au sein des ETI, mais moi qui travaille avec beaucoup de clients, on a basculé quand même depuis l'après-Covid dans un monde où tout se faisait souvent en 2 dimensions. Et la troisième, en fait, elle enlève la chaleur. Et donc je pense qu'un dirigeant d'ETI, c'est aussi un dirigeant dont on sait qu'elle ou qu'il est là et qu'on sent avec soi. Quand on regarde ton parcours, Benoît, en fait, on se dit, quand on est dans une ETI, vous l'avez montré, on n'avance pas seul, ses collaborateurs, etc. Mais tu as peut-être quelqu'un aussi qui t'a inspiré dans ta vie professionnelle, dans ce beau parcours. Alors, j'ai eu plusieurs inspirations. D'abord, dans le domaine de la santé, les clients sont les cardiologues, les médecins, les chirurgiens dans les hôpitaux. Et j'ai beaucoup appris de mes relations avec les médecins, avec les cardiologues qui sont au contact des patients et qui ont eux aussi un devoir de résultat, un devoir d'exigence extrêmement fort. Et ça, ce sont des valeurs fortes. Dans la santé, ces valeurs sont très fortes. Deuxièmement, j'ai effectivement croisé dans ma vie professionnelle plusieurs grands leaders dans des entreprises qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des rôles modèles, qui sont extrêmement performants, avec une attitude extrêmement bienveillante, mais exigeante. Hein. Les deux ne sont pas incompatibles, c'est pas forcément facile à gérer, les deux ne sont pas incompatibles, mais je crois que c'est aussi ce type de leader qui m'a donné cette envie de grandir personnellement, hein, bien sûr, et de devenir un patron d'ETI et de pouvoir avoir ce type de responsabilité. Diane, Claudia, l'importance justement de ces mentors, c'est quoi pour vous? Il faut s'inspirer de modèles emblématiques de grandes femmes. Il y en a eu quelques-unes quand même dans l'économie. On a eu Madame Lagarde qui a été quand même pour moi un exemple de femme qui a su apporter beaucoup à notre économie et à l'économie mondiale. Donc avoir des modèles comme ça, je trouve que c'est bien. Et puis moi j'en ai dans ma famille, oui, grâce à mon père et mon grand-père. Mon père qui est toujours là pour me conseiller, qui est toujours là pour m'apporter son opinion et sa vision. Faut pas oublier les anciens, parce qu'ils ont l'expérience que nous, on n'a pas toujours. On le sent chez toi, la flamme familiale qui brille. Oui. Claudia? Il y a évidemment toutes les grandes figures de femmes, mais finalement, quand on est à la place où je me retrouve aujourd'hui, on n'est jamais arrivé seul. En fait, moi, je fais un métier dans lequel on apprend toujours, et mon métier, on l'apprend en fait par compagnonnage. Donc moi, j'ai eu de nombreux mentors qui expliquent que je suis là aujourd'hui et au sein d'Eurogroupe, mais aussi mes professeurs à l'école, dans ma famille. Vous avez des enfants, vous avez des neveux, vous avez des nièces. Vous aimeriez qu'ils vous rejoignent, vous aimeriez qu'ils prennent l'entreprise. En fait, moi, je pense qu'il est important que chacun choisisse son engagement professionnel et la liberté de choix. La liberté de choix. Et c'est important que mes enfants, j'ai 2 filles, choisissent ce qui les passionne, les fait vibrer, et pas forcément le conseil, et pas forcément le conseil chez Eurogroupe. Pour moi, l'important chez Eurogroupe, c'est de préparer le cabinet pour le transmettre à d'autres associés qui un jour me remplaceront. Benoît? Oui, je suis d'accord avec toi. J'essaye de les inspirer et de les conseiller pour qu'ils prennent le plus de responsabilités possible dans leur vie, parce que c'est fabuleux, parce que c'est passionnant, c'est motivant. Mais j'essaye pas forcement de leur dire « venez dans mon entreprise » ou « venez dans le même secteur que moi ». Tu vas pas les inciter plus que ça, en fait. Non. J'essaye de leur faire trouver leur chemin, et qu'ils arrivent à trouver leur chemin, que ce soit dans le type d'entreprise, le type de travail ou de job qu'ils veulent faire. Mais effectivement, j'essaie par contre de leur dire, il faut
il faut prendre des responsabilités, il faut s'engager dans la vie, ça c'est sûr. S'engager. Engagement, comme disent les Américains, commitments. Diane. Alors moi, là, pour le coup, moi j'ai pris la suite. Mais la suite de la suite. Et la suite de la suite de la suite, eh ben, écoutez, c'est tout frais. Mois d'octobre, mon fils est rentré dans la société. Ah Voilà. Donc j'avais dit jamais. Comme quoi j'ai recommencé, il faut jamais dire jamais. Et puis c'est fait. Voilà. C'est comme cette émission, 26 minutes se sont écoulées, on ne les a pas vues passer. Non. On a passé que du bonheur, que du plaisir avec Claudia Montero, Benoît Clinchamp et Diane Duvert. Merci infiniment à tous les trois. Vous disiez tout à l'heure que seul, on n'est pas grand-chose. Eh bien, moi, je tiens à remercier toute l'équipe qui, chaque semaine, vous permet d'avoir cette émission avec des dirigeants de qualité comme vous, Gaëtan, Thibault, Guillaume, Florent et bien sûr Camille, qui nous font le plaisir, le bonheur et l'honneur d'être avec nous dans cette émission. Parce que produire une émission, c'est aussi un très beau métier. Ça vous permet, à vous qui nous regardez, à vous qui nous écoutez, d'avoir des expériences, de vivre ce que vous nous avez fait vivre tous les trois. Un très grand merci. Merci, c'était Paris ETI. Ciao. Paris ETI sur BFM Business.